Et nous laissons pour la synthèse de la matinée la parole à Jean-François Copé. Merci, Monsieur le Premier ministre. Mon cher Jean-Pierre, je dois dire que c'est vraiment pour moi un très grand plaisir, une nouvelle fois, de partager ce moment, parce que dans cette période où on a tellement de mal à essayer de poser les idées sans tomber dans le piège systématique de la radicalisation, de la violence, de la tension, je trouve que c'est vraiment extrêmement important de pouvoir évoquer avec un certain nombre de personnalités d'horizons très divers comme ceux que nous avons écoutés ce matin, ces sujets qui sont absolument essentiels. Je dois dire que si nous avons décidé ensemble avec Jean-Pierre, avec Emmanuel Pérez, avec toute l'équipe, de poser la question de l'avenir de la démocratie, parce que finalement elles ne sont pas elles aussi mortelles, je ne peux pas m'empêcher de repenser, je m'adresse à une salle qui a forcément grandi dans les années 60, 70, 80, je crois pouvoir dire que si dans notre jeunesse, on nous avait dit qu'un jour, on aurait à débattre de la fin de la démocratie, on n'y aurait pas cru. Parce que nous sommes tous issus de périodes où, en réalité, la démocratie était devenue une évidence, tant nos parents et grands-parents avaient été traumatisés par la dictature. Et ça, c'est quelque chose qui est d'autant plus douloureux que nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette situation folle où nous entendons un certain nombre de nos concitoyens qui habitent en démocratie et qui disent finalement, bof, un bon dictateur, bon, peut-être que ça ferait du bien au pays en fait, peut-être que ça remettrait de l'ordre. Et ça, on l'entend tous les jours. Je suis persuadé qu'on l'entend même dans l'Ouest apaisé, dont parlait Bruno Retailleau tout à l'heure. Lorsque je vois les discussions, les évocations par les uns et les autres, je me rends compte qu'en fait aujourd'hui, les démocraties, elles n'échappent pas aux crises de légitimité et nous les prenons aujourd'hui plein pot. Alors c'est vrai, si je devais aller jusqu'au bout des choses, je vous dirais quelque chose auquel je crois depuis très longtemps, c'est qu'en fait, la dictature, c'est la facilité. La démocratie, c'est un effort permanent. La dictature, c'est un renoncement. Ça consiste en gros à dire, finalement, ok, je dis pas trop ce que je pense, et puis moyennant quoi, ça tournera tranquillement sans moi. Voilà. Et la démocratie, c'est en permanence la tentative de trouver les meilleures solutions possibles pour préserver la liberté. Ce n'est pas un petit sujet. Si on en est arrivé là, c'est parce qu'il y a un désenchantement majeur de la démocratie. Et on ne peut pas le nier. D'ailleurs, les sondages sont éclairants et à certains égards assez attristants. Enfin, quand vous avez, dans la dernière enquête du Cevipof, 73% des Français qui pensent qu'en démocratie, les gouvernements ne peuvent plus faire grand-chose, vous comprenez l'état des dégâts. Et il faut reconnaître que la totalité des réponses qui ont été apportées ces dernières années par les dirigeants européens censés être attachés à la démocratie ont même aggravé la situation. Je prends juste le cas de la France, avoir accru la transparence qui fait fuir tous ceux qui n'ont pas envie de donner à l'encan leur situation financière personnelle quand même, y compris pour des raisons personnelles. L'interdiction du cumul des mandats qui fait que désormais les gens qui voient le terrain, c'est-à-dire les maires, ne peuvent plus le raconter à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, on a pleurniché pendant des années sur le thème Paris trop coupé de la province. Là, on les a coupés encore plus, puisque par définition, ils ne peuvent plus monter à Paris, comme on disait autrefois. Et si vous ajoutez enfin le gadget de la société civile, c'est-à-dire cette idée de dire on va faire venir des citoyens pour faire de la politique à la place des hommes politiques professionnels, qui n'a pas été non plus systématiquement un grand succès, sauf ceux qui ont vraiment voulu et qui avaient déjà une culture politique s'y engager, vous vous rendez compte que vous avez une déprofessionnalisation et une crise profonde des vocations. Alors effectivement, dans ce contexte, les démocraties sont devenues incroyablement vulnérables et on a partout en Europe et partout dans les pays démocratiques une tentation autoritaire. On a d'ailleurs, je crois qu'il faut appeler les choses par leur nom, un procès qui est fait à la démocratie sur 3 sujets qui sont absolument, aujourd'hui, insurmontables. Le premier d'entre eux, c'est un procès en insincérité. Ouais, vous dites des trucs pour être élu, mais après, vous ne le faites jamais. Deuxièmement, un procès en inefficacité. Une fois que vous y êtes, de toute façon, vous n'arrivez pas à le faire. Et puis, troisièmement, ce que Jean Garrigue évoquait tout à l'heure, un procès en absence de leadership.
On passe sa vie à chercher l'homme providentiel. Enfin, comme vous l'avez constaté, on n'a pas vraiment de Gaulle en stock en ce moment. Et puis ensuite, voilà, alors à un moment, on se dit, tiens, Macron, il est jeune, ça va peut-être être lui. Alors on s'emballe. Puis finalement, à la fin, on n'a qu'une envie, c'est de passer de peuple monarchiste à peuple régicide et de lui couper la tête. Moyennant quoi, eh bien, à la fin de la journée, comme disent nos amis anglais, nous avons un procès permanent sur la démocratie. Et s'ajoute à cela le fait que dans les démocraties, on a la mémoire qui flanche. On a la mémoire qui flanche, et j'ai eu l'occasion de le dire à cette tribune. D'abord parce qu'on oublie l'extraordinaire élévation du niveau de vie que les démocraties ont permis à nos concitoyens. Comparez la vie quotidienne seulement dans les années 70 et regardez ce que c'est aujourd'hui. On n'avait pas l'eau courante partout, on n'avait pas le courant partout. Nous avons aujourd'hui un niveau de vie, une qualité de vie qui est exceptionnelle dans toute l'Europe et de manière générale d'ailleurs dans tous les pays démocratiques. Et ce niveau de vie et cette qualité de vie exceptionnelle, on l'a banalisé, comme on a banalisé le fait que dans les démocraties, il y a une réponse à toutes les grandes épreuves de la vie, la maladie, le chômage, le logement, la grande précarité, l'éducation des enfants. Sur tous ces sujets, Dieu sait s'il y a des carences, Dieu sait s'il y a des résultats insuffisants, mais il y a des réponses, pour peu naturellement qu'on veuille bien tendre la main à celui qui vous l'attend pour réussir son parcours. Et le tout sans exclusive, si je peux rajouter cela aussi, parce que c'est ce que je vais le dire dans un instant, ce qui fait la différence avec les logiques autoritaires. Et puis deuxièmement, on a la mémoire qui flanche parce qu'on a perdu la conscience du tragique, et le vrai tragique, c'est la guerre. La vraie, celle qui amène de génération en génération à perdre un frère, un fils, un père, et qui fait que des générations traumatisées sur le continent européen par la guerre se sont perdues au fil du temps et qu'on oublie aujourd'hui ce que c'est la réalité du tragique, et on a tendance à considérer comme tragique des choses bien secondaires comme une coupure de courant pendant 1 heure ou la panne de sa voiture, alors même que l'on ne parle pas du tout la même chose. J'ai ce souvenir un jour où nous étions à l'époque au gouvernement à droite, la grande époque, avec 360 députés d'une même majorité, vous imaginez ce que ça peut vouloir dire, et on avait annoncé un plan avec quelques mesures de... Oui, c'était pour améliorer ma notoriété. Je vous en remercie. On avait essayé de faire un plan où on baissait un petit peu les dépenses publiques. On essayait encore à cette époque de le faire. Et je me souviens d'avoir fait une interview, c'était je crois au journal de 20h, où la journaliste m'avait dit dites-moi, avec les annonces que vous avez faites, vous annoncez aux Français du sang, de la sueur et des larmes. Alors je lui ai dit écoutez madame, je suis obligé de vous dire que cette phrase, c'est Churchill qui la prononce. C'est en juin 40. Et en juin 1940, les enjeux, c'était la déportation, c'était la guerre, c'était la mort. Là, il s'agit de savoir si on reporte un petit peu la construction du rond-point à côté de chez nous ou si on dérembourse le Doliprane. En réalité, cette perte de conscience est une réalité aujourd'hui terrible d'explication, une clé d'explication du désenchantement vis-à-vis de la démocratie. Et puis s'ajoute évidemment à tout cela, on l'a bien compris, que dans ce contexte-là, écoutez, la tentation de l'homme providentiel, elle est permanente. C'est l'incarnation de la force. Et de ce point de vue, Trump, dont on a beaucoup parlé ce matin, il a, avec 3 ruptures, il a créé un électrochoc qui a cisaillé le monde occidental. D'abord, avec cette rupture économique, les fameux droits de douane, on en a beaucoup parlé ce matin, également hier soir, avec une ingérence politique auprès de ses propres alliés historiques. Enfin, le soutien à l'AfD en Allemagne est ahurissant. Et puis, enfin, un repositionnement de la diplomatie américaine vis-à-vis de la Russie, qui est non seulement inimaginable, mais qui, pour nous, adeptes de la raison, est incompréhensible, y compris vis-à-vis des intérêts américains. Et cette triple rupture, en réalité, elle a eu comme conséquence un désalignement complet de nos intérêts stratégiques, nous, Européens, avec les Américains, et elle a une conséquence, c'est la fragilisation accrue, évidemment, de l'idée démocratique en Europe. Je vous recommande la lecture d'un livre absolument passionnant qui s'appelle « L'heure des prédateurs » de Giuliano De Empoli, qui raconte tout ça très bien et qui dit en fait, de manière implacable, les leaders populistes, en fait, ils séduisent parce qu'ils incarnent une sorte d'efficacité apparente, voilà, à travers un récit hyper simpliste, hyper mobilisateur. Et donc, qu'est-ce qu'ils font, les populistes?
il sacrifie la pédagogie, ce que Alain a très bien rappelé tout à l'heure, il sacrifie la pédagogie au bénéfice de la dramatisation et du bouc émissaire. Car l'apanage des dictateurs, c'est la désignation des boucs émissaires. Et la grandeur de la démocratie, c'est de récuser l'idée qu'il puisse y avoir des boucs émissaires. Et c'est en fait ça qui fait la grandeur de la démocratie par rapport à toute forme de régime autoritaire, quel qu'il soit. Donc c'est vrai, du coup on sacrifie plus facilement l'état de droit, c'est vrai qu'on préfère l'ordre, et que le citoyen qui a un peu renoncé, je vous parlais de facilité tout à l'heure, il dit « mais moi je risque rien, je n'ai rien à me reprocher ». Et la plupart du temps, les boucs émissaires, ils découvrent qu'ils avaient finalement des choses à se reprocher du point de vue du régime autoritaire. Et pour un démocrate, moi je peux en témoigner, le match il est asymétrique. Pourquoi c'est compliqué de faire un débat à la télé face à un leader populiste ? Qu'on ne joue pas du tout en fait sur le même ring. D'abord parce qu'il nous oblige à aller sur un ring de boxe, et puis nous, comme on est des démocrates, on est bien élevés par nos parents, donc nous on est au fleuret. Pardon, je pense qu'il faudrait peut-être imaginer de prendre un peu plus de temps pour traiter cette question qui n'est pas si simple. Et puis le populiste, il arrive en face de vous, il a son gant de boxe, et puis boum, il vous cogne en vous disant « de toute façon, tu n'as rien compris, on va renverser la table ». Nous, il nous a fallu 5 minutes minimum de temps de parole, et lui, en 1 seconde, il a expliqué que de toute façon, on était des nuls. Pour des gens qui n'ont pas envie de rentrer dans le détail et qui, par ailleurs, sont rongés par l'influence dramatique de la désinformation, le match, il est totalement asymétrique, et c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Moi, pendant très longtemps, j'ai pensé que le nazisme, en fait, ne pouvait plus exister de notre temps, parce qu'à l'époque, je me suis dit, les gens, ils ne savaient pas peut-être ce qui se passait en Allemagne, les déportations, les massacres, les comportements d'atteinte à la démocratie, ça ne s'était pas tellement su, finalement, peut-être dans le reste de l'Europe. Alors qu'aujourd'hui, avec l'hyper-information, les gens seraient vigilants. Pas du tout. Je pense qu'en fait, c'est encore pire aujourd'hui, parce que le poids de la désinformation est tel, et les gens sont capables d'y croire avec une telle aisance, que les démocrates demeurent profondément fragilisés. Et donc c'est vrai que le piège, de ce point de vue, il se referme implacablement. Et moi, dans ce contexte, je considère que nous avons 2 options. Soit on tombe dans ce piège d'accepter l'illusion d'une parenthèse populiste. Voilà, genre, écoutez, on va les tester. Voilà, on va les mettre quelque temps, comme ça on verra qu'ils sont nuls, et puis on pourra reprendre tranquillement nos petites affaires. C'est le piège absolu. Quand un dictateur prend le pouvoir, il ne le rend jamais. Et puis il y a la 2e option, qui est de reprendre les choses en main. Et de ce point de vue, moi je considère que l'arrivée de Trump au pouvoir, c'est pas du tout le fait du hasard. C'est pas une malchance. C'est le résultat des dérives de la démocratie par les démocrates eux-mêmes qui l'ont dénaturée. Voilà. Parce que, je suis désolé de le dire, il n'a jamais été écrit nulle part que la démocratie, ça voulait dire le désordre, le wokisme, le laxisme, la déstructuration des valeurs qui structurent une société. Jamais. C'est écrit nulle part. Il n'a jamais été dit non plus que la démocratie, c'était l'inefficacité. Il n'a jamais été dit non plus que la démocratie, c'était l'absence de chef et que tout se valait, lui, après on change, on en met un autre. Pas du tout. En réalité, il faut reprendre de ce point de vue les choses en main. Et d'ailleurs, il n'a jamais été dit non plus que les démocraties devenaient donner des leçons de morale aux autres et imposer un régime démocratique dans des pays qui n'ont pas cette culture ou cette vocation. Je pense par exemple au ravage des interventions des grandes démocraties en Afrique ou sur le continent de l'Orient compliqué. Et nous le payons extrêmement cher. Donc il y a un antidote. Il y a un antidote pour sauver la démocratie. Et moi, je voudrais l'évoquer ici, c'est de renouer avec l'efficacité. Parce qu'en fait, c'est ça la clé des problèmes qui nous sont posés. Ça veut dire d'abord qu'il faut passer un peu de temps à dénoncer les populismes. Et il y a une bonne allégorie pour le faire, et je le dis devant mon ami Laurent Alexandre, dont je veux témoigner ici qu'en fait, il a raison sur tout. Alors, il ne l'a pas dit gentiment, mais il a raison sur tout. Et que tout ce que nous évoquons aujourd'hui se fait avec un butoir. Le jour où l'intelligence artificielle aura pris une telle place, une telle efficacité, que toutes les questions que nous évoquons aujourd'hui devront être repensées. Alors, je ne sais pas si les hommes politiques sont tous des cons, Laurent, mais comme ils sont le reflet de la population, je ne sais pas si tu dois t'engager en politique tout de suite. Voilà. Mais une fois que je t'ai dit ça, je peux témoigner d'abord que dans la vraie vie, tu es un ami fidèle et que j'apprécie énormément, mais surtout,
tu as eu le mérite et tu as le mérite de poser ces problématiques. Et si j'ai voulu faire ce livre avec toi, c'est parce que je voulais te montrer qu'il y a des hommes politiques qui sont parfaitement conscients de ces sujets et qui vont devoir, à un moment ou à un autre, porter cette parole, qui est une parole de lucidité. Mais pour autant, une fois qu'on a dit ça, il faut que nous apportions, nous, des réponses à travers le rendez-vous d'efficacité de la démocratie. Donc dénoncer le mécanisme des populistes, c'est prendre l'exemple et l'image du médecin et du charlatan. Voilà. Parce qu'en réalité, c'est bien de ça dont nous parlons. Le médecin, c'est le gars responsable, c'est le professionnel qui, avec, au fil du temps, l'aide de l'intelligence artificielle, va expliquer à son patient sa pathologie et comment il va l'accompagner dans le combat pour l'en sortir. Le charlatan, c'est celui qui lui dit « vous inquiétez pas, je m'occupe de tout », qui n'a pas du tout cette compétence et qui va en réalité l'entraîner dans un piège inéluctable. Donc le rôle du démocrate, c'est de faire la démonstration de la capacité qui est la sienne à changer le fonctionnement de la démocratie. Et c'est une question de rapport au temps. Le processus de décision dans une démocratie est totalement inadapté. Et on l'a évoqué tout au long de la matinée, 18 mois pour faire une loi, 18 secondes pour faire un tweet. Tout est dit. La réalité, c'est qu'il faut changer cela. Il faut que le processus de décision soit celui de passer de la loi à l'ordonnance. Regardez l'efficacité d'un Trump lorsqu'il montre les décrets qu'il décide immédiatement. Lorsque vous simplifiez le processus de décision politique et que vous demandez au Parlement de déléguer au gouvernement un pouvoir d'ordonnance, qu'il prend ses décisions sous le contrôle du Parlement, le rôle des députés devient d'évaluer l'efficacité d'une loi et pas simplement de passer encore 15 mois ou 18 mois à débattre de quelque chose qui a déjà été tranché dans une élection. Ça veut dire que ce temps que vous gagnez en prenant tout de suite les 15 ou 20 décisions pour lesquelles vous vous êtes engagé et que vous consacrez votre mandat à les mettre en œuvre, transforme complètement le paradigme de l'action politique. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'elle soit évaluée. On n'évalue plus les lois qu'on fait. On est tellement fiers d'avoir mis son nom de famille sur une loi qu'on en a oublié que ce qui comptait, c'était de savoir si elle avait marché et comment on allait la changer. Et en réalité, c'est évidemment une fragilité majeure. Deuxième point très important, il faut reprofessionnaliser les hommes politiques. J'ai encore en tête cette phrase atroce du président Macron réunissant sa majorité à son premier quinquennat et leur disant « Soyez fiers d'être des amateurs ». Tout avait été dit. L'avantage, c'est que personne prenait la lumière et qu'il la prenait juste pour lui. L'inconvénient, c'est que derrière tout cela, nous n'avons plus de professionnels en politique. Et un professionnel en politique, c'est comme nous l'avait dit Jacques Chirac, il faut être maire, il faut être député, il faut être ministre, il faut être élu, il faut être battu, il faut prendre des coups, il faut en donner, et peut-être un jour tu verras si les Français considèrent que tu es prêt. Pourquoi est-ce qu'on considère comme une évidence qu'un plombier doit être un professionnel pour vous sauver la vie lorsque vous avez une méga fuite dans votre salle de bain? Pourquoi est-ce que vous considérez comme une évidence que le médecin doit être un professionnel et que pour l'homme politique, tout le monde peut en être? C'est une erreur majeure que nous payons au prix fort. Enfin et surtout, il faut que les partisans de la démocratie réécrivent une nouvelle feuille de route. Parce que la vérité, c'est que nous ne parlons plus aux Français. Et que quand je regarde ce qui se passe dans les autres pays démocratiques, je constate les mêmes fragilités. Pourquoi ? Parce que nous ne remettons pas les choses en perspective. Je pense que ce qui fait la grandeur d'un homme d'État par rapport à un politicien, c'est sa culture historique, sa profondeur historique, surtout en Europe, ce continent qui a 2000 ans d'histoire, avec des citoyens qui sont très imprégnés d'histoire. Il faut remettre les choses en perspective. Et en réalité, si on les remet en perspective, on relativise. Le XXe siècle, c'était 2 guerres mondiales, des guerres de décolonisation, une crise économique, la crise de 29, hyper violente. Aujourd'hui, nous n'avons pas tout ça. Nous avons des difficultés, des drames, des tragédies, mais sans commune mesure. Notre point faible, c'est la qualité de nos dirigeants, qui, pour beaucoup d'entre eux, ne sont pas à la hauteur des enjeux qu'on attend d'eux. Alors oui, c'est vrai, il faut assumer de la pédagogie. Moi, quand j'entends dire « Ah non, il ne faut pas expliquer aux gens », parce que ça fait prétentieux d'expliquer aux gens. Le plombier dont je vous parlais tout à l'heure, une fois qu'il vous a réparé votre fuite, ça vous fait quand même plaisir qu'il vous explique quel était le problème. Pourquoi est-ce que le ministre, le député, le maire ne pourrait pas lui aussi prendre un peu de temps pour expliquer les raisons de sa décision, qui ne sont pas tombées du ciel, qui sont le résultat d'un travail, d'une réflexion, d'une concertation, d'une raison d'être? La pédagogie plutôt que la dramatisation. Ce qui met en difficulté François Bayrou aujourd'hui, c'est qu'il a mélangé les deux.
il n'a pas fait de pédagogie, il a fait de la dramatisation. Il s'est contenté de dire « Ouh là là, les finances publiques sont terribles, ouh là là, la dette est terrible ». Mais ça fait combien de dizaines d'années qu'on dit ça aux Français? Rappelez-vous, François Fillon, 2007, je suis à la tête d'un État en faillite. Ce qui, en l'occurrence, était faux, parce que je venais de quitter le ministère des Finances, on n'avait jamais aussi bien respecté les critères de Maastricht. En 2012, c'était moins vrai, il faut être honnête. Mais pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que les Français ne peuvent plus supporter d'entendre ce discours qu'ils ont toujours entendu. Ah là là, les dettes sont énormes. Ce qu'il faut, c'est expliquer comment on en sort. Et comment on n'en sort pas par 2 jours fériés en moins, on en sort parce qu'il faut travailler plus. Parce qu'en travaillant plus, on règle le problème de pouvoir d'achat des Français qui forcément gagneront plus. Et l'argent qui sera généré par cette croissance permettra de résoudre leur deuxième angoisse, qui est l'insécurité, qu'on pourra financer. Cette feuille de route-là, il faut la construire, comme il faut de la même manière proposer aux Français et aux citoyens européens de l'ordre et du progrès. C'est ça qui fait la différence avec les autocraties. L'ordre, c'est l'État, c'est l'Union européenne. Le progrès, c'est les citoyens. Il faut leur faire confiance. C'est à eux que doit revenir la possibilité de créer le progrès économique, scientifique, numérique, environnemental, et de créer les conditions pour ça. Et c'est ce projet-là, en réalité, qu'il faut qu'on arrive à mettre en place en faisant la différence, en rappelant inlassablement la chance qu'on a de vivre dans des terres de liberté et non pas dans des terres de dictature, qu'elles soient d'ailleurs laïques ou théologiques, parce que ça aussi, on l'a oublié. Et enfin, pour terminer, je veux quand même dire une dernière chose. Nous ne consacrons pas assez de temps à valoriser la chance immense que nous avons de vivre dans des pays où la liberté garantit aussi des protections comme celles que nous avons. Je vous raconte pour finir une petite anecdote qui m'avait fait un peu sourire, et je termine là-dessus. Pas moi qui ai pris du retard, hein, Monsieur le Premier ministre. Non, mais c'est collectif. Voilà, je termine là-dessus. Non, juste là-dessus, parce que je voudrais vous donner cet exemple. On a eu un petit incident à Meaux avec un imam, une de nos mosquées qui avait tenu des propos extrêmement agressifs, et il a été décidé que cet imam quitterait cette mosquée. On a eu un échange avec le bureau, avec lequel on travaille beaucoup, et l'un des vieux représentants que je connais depuis longtemps me dit « Ah, mais vous savez, il ne faut pas nous en vouloir, monsieur le maire, vous savez, nous, on est des orientaux, alors on est un peu excessifs. » Alors je lui dis « Écoutez, monsieur, on se connaît bien, vous et moi. Est-ce que vous avez la carte vitale ?» Il me dit « Bien sûr que j'ai la carte vitale. » Je lui dis « Si vous avez la carte vitale, vous n'êtes pas un oriental, vous êtes un occidental. Vous êtes d'origine orientale. Moi, mon grand-père était roumain, je suis allé une fois dans ma vie en Roumanie. Hein. On est des occidentaux puisqu'on est là et qu'on a la carte vitale. Et notre problème, ça va être de pouvoir la financer. Ne jamais oublier et ne jamais accepter le discours de victimisation dans des pays comme les pays européens qui sont aussi protecteurs des grandes libertés économiques, politiques et individuelles. C'est ça l'enjeu et c'est là-dessus qu'il va falloir se battre. Voilà, merci beaucoup. Au fond, ça ne fait pas de mal à un homme politique d'être un peu dans l'opposition parce qu'il réfléchit, il structure et il dit des choses vraiment fortes. Et donc, c'est vraiment... Merci Jean-François de ces analyses très pertinentes.